7 juin 1944. Les premières lueurs du jour se glissaient à travers la fumée qui flottait encore au-dessus du bocage normand, tandis que le sergent Bill Morrison de la 29e division d'infanterie se tenait accroupi derrière un muret de pierre, observant des silhouettes se mouvoir dans la brume pâle du matin, à environ 200 mètres vers l'est. L'espace d'un instant, son doigt se crispa sur la détente de son M1. Puis il remarqua les casques, de formes différentes, aux rebords plus plats, et les uniformes d'une nuance d'olive légèrement différente. Des soldats britanniques progressant vers l'intérieur des terres depuis Gold Beach, poussant en direction du secteur américain. Morrison n'avait jamais réellement vu un soldat britannique auparavant, aucun des hommes de son escouade non plus. Il s'était entraîné en Angleterre pendant des mois, certes, mais toujours sur des bases américaines, toujours parmi des unités américaines. À présent, à peine 36 heures après avoir touché Omaha Beach, encore épuisés, encore ébranlés par le débarquement, ils rencontraient enfin leurs alliés face à face. « Ne tirez pas », murmura Morrison. « Ils sont des nôtres, enfin des leurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Les Britanniques. » La patrouille se rapprocha. Morrison se leva et leva la main. Le soldat britannique en tête, un lieutenant à en juger par ses insignes, s'arrêta, examina le groupe de Morrison, puis s'avança, son fusil nonchalamment en bandoulière sur l'épaule. Il avait l'air jeune, peut-être 23 ans, avec une fine moustache et une expression soigneusement neutre. « 29e d'infanterie » demanda l'officier britannique. Son accent découpait les mots, formel et précis. « C'est exact » répondit Morrison. « Vous venez de Gold Beach, 50e division. Nous devions faire la jonction autour de Port-en-Bessin. » L'officier britannique jeta un regard vers la colonne de fumée qui s'élevait vers l'intérieur des terres depuis Omaha Beach. « Un peu rude hier, » dit-il calmement. Morrison pensa à la plage, au corps dans le ressac, aux hurlements, aux 6 heures de chaos avant qu'ils ne parviennent enfin à s'arracher du sable. « Ouais, » dit Morrison doucement. « Rude ?» Le lieutenant britannique hocha la tête une seule fois, comme si Morrison avait simplement confirmé quelque chose qu'il savait déjà. « Bien, nous progressons dans votre direction. Votre commandement est-il au courant que nous opérons ici ?» « Il l'est maintenant, » dit Morrison. Le lieutenant esquissa un léger sourire. Pas tout à fait amical, pas tout à fait distant. « Très bien, continuez. » Il se retourna, murmura quelque chose que Morrison ne put entendre, et la patrouille se dirigea vers l'ouest. Morrison les regarda disparaître dans le bocage. Le caporal dit, Hayes, un natif de Brooklyn, s'approcha de lui. « Alors c'est ça les Britanniques » dit Hayes. « Tu t'attendais à quoi ?»« Je ne sais pas » répondit Morrison. « À quelque chose de plus britannique, j'imagine. Ils nous ressemblent. »« Casque différent » dit Morrison. « Uniforme différent. Tu as vu leurs fusils, des Lee Enfield ?» Hayes hocha la tête. « Mon père en portait un pendant la dernière guerre. Il dit que ce sont des armes solides, tir rapide, culasse lente. » Morrison observa la patrouille britannique progresser à travers les haies, chaque homme couvrant le suivant, espacement parfait, mouvement délibéré et contrôlé. On dirait qu'ils savent exactement ce qu'ils font. « Nous aussi, » dit Hayes, mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. Morrison ne répondit pas, son esprit était encore sur Omaha Beach, sur la confusion, la panique et la ruée désespérée en avant. Les Britanniques se déplaçaient, comme si c'était une routine, presque cérémonielle, ni mieux, ni moins bien, juste différemment. En milieu de matinée, le peloton de Morrison avait progressé de 3 km à l'intérieur des terres et rencontré des forces britanniques 3 fois de plus. Chaque rencontre suivait le même schéma. Identification prudente, brefs échanges, puis reprise de la progression. Les Britanniques étaient polis, efficaces et étrangement impassibles face à la guerre qui éclatait autour d'eux. Cela commençait à déstabiliser les Américains. Le soldat de première classe Tommy Chen, un opérateur radio de San Francisco, finit par mettre des mots dessus, tandis qu'il faisait une pause dans une cour de ferme. « Ils sont trop calmes », marmonna Chen, en regardant une escouade britannique préparer tranquillement du thé, véritablement préparer du thé, à l'intérieur d'une grange en ruine, tandis que l'artillerie allemande tenait quelque part au loin. Il ne se rendra pas compte qu'il y a une guerre ?
Un petit réchaud avait été installé, quelqu'un sorti du thé d'une boîte en fer. Des tasses en métal circulèrent, tandis qu'un sergent britannique étudiait une carte. Un homme fumait la pipe. La pipe. Morrison avait vu des hommes fumer des cigarettes sous le feu, bien sûr, mais la pipe suggérait le loisir, la réflexion. Un dimanche après-midi. C'est peut-être juste leur façon d'être, dit Morrison. C'est bizarre, insista Chen. Nous, on sursaute au moindre bruit, et eux, ils font une pause thé. Un caporal britannique trapu avait entendu et s'approcha, tasse à la main. Un petit thé, ça vous dit ? Demanda-t-il en offrant la tasse à Chen. Chen l'accepta avec prudence. Il renifla. C'est vraiment du thé. Bien sûr que c'en est, dit le caporal. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Je ne sais pas. Un médicament ? Du carburant ? Le caporal éclata de rire. Un aboiement bref et sec. Vous, les Yankees, vous ne fonctionnez pas sans café, hein ? C'est pareil pour nous. Le thé vous maintient d'aplomb. Il tapota sa tempe. Ça calme les nerfs. Chen sirota, grimaça. C'est chaud. C'est le but. Morrison accepta une tasse quand on lui en proposa. Le thé était fort et amer. Rien à voir avec le thé glacé sucré que sa mère préparait chez eux en Virginie, mais c'était chaud, ancrant. Le caporal avait raison, il y avait quelque chose d'apaisant dans ce rituel. Les Britanniques se battaient depuis près de 5 ans maintenant. C'était peut-être ainsi qu'on survivait aussi longtemps. « Depuis combien de temps vous vous battez » demanda Morrison. « Depuis 1940, répondit le caporal. Dunkerque, l'Afrique du Nord, la Sicile, maintenant ici. Ni fierté, ni plainte, juste des faits. Vous, ça fait 2 jours. » Le caporal étudia le visage de Morrison, puis hocha la tête. « Vous vous y ferez ou pas. Dans les 2 cas, gardez votre fusil propre et la tête baissée. » Il finit son thé et retourna auprès de son escouade. Hayes se pencha vers Morrison. 4 ans de guerre et ils préparent du thé dans une grange. Soit ils sont fous, soit c'est nous. Peut-être les deux, dit Morrison. Au fil de la journée, les différences devinrent plus nettes. Le peloton de Morrison fut temporairement rattaché à une compagnie britannique pour une avancée vers un carrefour situé à environ 3 km au sud. Le capitaine britannique, un homme grand au visage étroit, nommé Peyton, briefa la force mixte sur le même ton dont Morrison se souvenait de son proviseur de lycée expliquant les règles de retenue. Calme, mesuré, vaguement ennuyé. L'objectif est ce carrefour, dit Peyton en tapotant la carte. Fritz a une position de mitrailleuse ici, possiblement une équipe de mortiers ici. Nous avancerons en 2 colonnes, nous neutraliserons la mitrailleuse et nous nettoierons la position. Des questions ? Morrison leva la main. Et s'ils ont plus d'une mitrailleuse ? Alors nous les neutraliserons toutes les 2, répondit Peyton comme si la réponse allait de soi. L'essentiel est de maintenir la formation et de ne pas se regrouper. Fritz adore quand vous vous regroupez, ça lui facilite le travail. Morrison avait d'autres questions sur les tirs de flanc, les renforts, l'artillerie. Mais Peyton était déjà passé à autre chose, donnant des instructions à ses chefs de section avec la même précision posée. Les soldats britanniques écoutaient, hochaient la tête, vérifiaient leurs armes, pas de nervosité visible, pas d'excitation, juste de la disponibilité. Le lieutenant Kowalski prit Morrison à part. « Qu'est-ce que tu en penses ?»« Ils ont déjà fait ça, » dit Morrison. « Nous aussi. » « Pas comme ça, » répondit Morrison. « Pas pendant 4 ans d'affilée. » Kowalski fronça les sourcils. « Tu penses qu'on devrait les imiter ?» Morrison y réfléchit. La méthode britannique était prudente, méthodique. L'approche américaine privilégiait la vitesse et l'agressivité. Frapper fort, submerger vite. Différentes écoles de pensée, différentes guerres menées. « Je pense qu'on devrait observer, » dit finalement Morrison. Et apprendre. L'avancée commença à midi. Les Britanniques progressèrent de manière exemplaire, chaque section couvrant la suivante, utilisant chaque creux du terrain, chaque haie, chaque repli du paysage. Ils avançaient lentement, trop lentement, pensa Morrison au début. Son instinct lui criait de sprinter à travers le terrain découvert, mais les Britanniques ne se précipitaient pas,
Et bientôt il comprit pourquoi il ne s'exposait jamais inutilement. Quand il rencontrait une résistance, il s'arrêtait, évaluait la situation et faisait venir du soutien. Pas de charges aveugles, pas de vie gaspillée. Quand la mitrailleuse allemande ouvrit le feu à 50 mètres, l'escouade britannique de tête se plaqua au sol instantanément, ripostant tandis que le sergent transmettait calmement les coordonnées. En moins d'une demi-minute, une équipe de mortiers ajusta son tir. 3 obus plus tard, la mitrailleuse se tut. « En avant !» lança Peyton. Ils reprirent leur progression. Même rythme, même discipline, l'escouade de Morrison suivit, se forçant à adopter le rythme britannique. Cela semblait contre nature. Ace respirait fort. « Ça prend une éternité » marmonna-t-il. « Mais on ne se fait pas tirer dessus » répondit Morrison. Ils atteignirent le carrefour 15 minutes plus tard. L'équipe allemande s'était repliée une fois que les mortiers les avaient retrouvés. Les Britanniques sécurisèrent immédiatement la zone. Position défensive, patrouille, périmètre, sans célébration ni soulagement. Juste la tâche suivante. Peyton s'approcha de Morrison. « Vos hommes se sont bien comportés. Bonne discipline de tir. »« On a suivi votre exemple, » admit Morrison. « Judicieux, » dit Peyton. « Vous développerez votre propre style avec le temps. Tout le monde finit par le faire. » Il sortit un étui à cigarette en argent et en offrit une. L'astuce, c'est de survivre assez longtemps pour trouver ce style. Morrison accepta la cigarette. « C'est toujours aussi maîtrisé. »« Loin de là. » Peyton répondit en allumant les 2 cigarettes. « Parfois, c'est le chaos total, mais la structure donne aux hommes quelque chose à quoi se raccrocher. » Il consulta sa montre de gousset. « Nous tiendrons cette position jusqu'à la nuit, puis nous pousserons encore 1,5 km. Vos officiers peuvent se coordonner avec mon adjoint. Faites manger et reposez vos hommes. » Morrison salua. Le salut britannique en retour fut désinvolte, presque un geste de la main. Non loin, Hayes examinait une boîte de rations britanniques. « Il y a du thé dedans, » annonça-t-il. « Ration contient du thé. »« Évidemment, » dit Chen. « Il y a probablement des crumpets aussi. »« C'est quoi un crumpet ?»« Aucune idée, un truc britannique. » Morrison s'assit et ouvrit ses propres rations. À côté, des soldats britanniques mangeaient en silence, échangeant des remarques pinces sans rire que Morrison comprenait à peine. Un homme lisait un livre en mangeant. Un soldat britannique remarqua que Morrison le fixait. « On échange ?» proposa-t-il. « Mon bœuf en conserve contre votre... »« C'est quoi ça ?»« Du spam. »« Du spam, » répéta le soldat d'un air pensif. « C'est quoi ?»« De la viande mystère. »« Ah, comme la nôtre. » Il s'assit à côté de Morrison sans y être invité, alluma une cigarette. « Vous vous êtes bien débrouillé aujourd'hui. Première fois qu'on se bat avec vous. »« Première fois qu'on vous rencontre, » dit Morrison. « On s'est entraîné en Angleterre, mais jamais ensemble. » Le soldat fronça les sourcils. « C'est dingue. Des alliés qu'on garde séparés. Peut-être qu'ils pensaient qu'on se battrait entre nous. » « On est si différents que ça ?» Morrison réfléchit. « Oui, mais pas dans le mauvais sens. »« Eh bien alors, » dit le soldat en se levant. « Ça ira. Je m'appelle Reg Cooper de Sheffield. »« Bill Morrison, Virginie. »« Le pays du tabac, hein ? Tâche de pas te faire descendre, Bill. Ce serait dommage de perdre un nouveau camarade. » Il s'éloigna, laissant Morrison incertain de savoir s'ils étaient amis ou si c'était juste de l'humour britannique. « Ils sont bizarres, » marmonna Chen. « Mais correct, » ajouta Hayes. Morrison hocha la tête. Différent, mais digne de respect. À l'approche de la nuit, le peloton de Morrison fut positionné aux côtés d'un peloton britannique dans une haie surplombant une vallée peu profonde. Les Britanniques se mirent immédiatement au travail, approfondissant les positions, améliorant les abris, dégageant des champs de tir nets. Les Américains, vidés par 2 jours de combats ininterrompus, s'effondrèrent pour la plupart là où ils se trouvaient. Après la tombée de la nuit, le sergent du peloton britannique, un Gallois trapu nommé Davies, dont l'accent donnait du fil à retordre à Morrison, s'approcha du lieutenant Kowalski. « Vos gars ont l'air complètement lessivés, » dit Davis. « On l'est, » admit Kowalski. « Quoi que ça veuille dire. »« Mort de fatigue, » expliqua Davis. « Quand ont-ils dormi correctement pour la dernière fois ? Avant de monter sur les bateaux ?
Davis émit un sifflement grave. « Bon alors, mes hommes prendront le premier tour de garde, les vôtres dorment jusqu'à minuit. Ensuite on permute. » Kowalski hésita. « Ça fait beaucoup de service pour vos gars. »« Ils s'en sortiront, » répondit Davis. « Les vôtres, non, s'ils s'endorment avec un fusil dans les mains. » Morrison se sentait mal à l'aise, mais l'épuisement l'emporta. Il se recroquevilla contre la haie et s'endormit en quelques minutes. Une main secoua son épaule. Minuit, votre tour de garde. C'était Reg Cooper, accroupi à côté de lui. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda Morrison encore groggy. « Calme comme dans une église, » dit Reg. « Fritz est probablement aussi épuisé. » Il tendit à Morrison une gourde. « Du thé, encore un peu tiède. » Morrison but. Cette fois c'était sucré, mélangé avec du lait concentré. Ça lui éclaircit l'esprit instantanément. « Merci. »« Y a pas de quoi, ton copain Ace est là-bas. On couvre le flanc gauche. » Reg marqua une pause, puis sourit en coin. « Et Morrison, tes ronflements pourraient réveiller les morts. » Pendant son tour de garde, Morrison étudia les positions britanniques. Même la nuit, même avec des hommes endormis, la discipline ne faiblissait jamais. Les sentinelles se relayaient régulièrement. Des signaux chuchotés circulaient le long de la ligne. Quand Davis faisait sa ronde, il parlait doucement à chaque homme, vérifiant les nerfs autant que la vigilance. Ce n'était pas seulement de l'entraînement, c'était une habitude, une expérience durement acquise. L'aube arriva, froide et grise. Les Britanniques étaient amatés déjà debout, préparant du thé, nettoyant leurs fusils, se préparant pour la journée. Les Américains émergèrent en jet lentement, raides et courbatus. Le thé d'abord, toujours le thé d'abord, puis les armes, puis le petit déjeuner, puis la vérification de l'équipement. La routine vous garde sain d'esprit, expliqua Davis. Vous n'avez jamais envie de faire la grasse matinée, demanda Chen. Faire la grasse matinée et se faire tuer, répondit Davis joyeusement. Fritz adore les attaques à l'aube, alors on est toujours prêt. Ça ruine ses plans. Plus tard dans la matinée, le peloton de Morrison se joignit à une compagnie britannique pour une opération de nettoyage de ferme. Le briefing était précis, détaillé et complexe. Plusieurs phases, un timing serré, une coordination minutieuse. « C'est simple, » dit le capitaine Ashford quand Kowalski parut dépassé. « Vous devriez voir une véritable attaque préparée. » Les Américains étaient habitués à des plans plus simples. « Allez là-bas, prenez ça, tenez la position. » L'avancée commença à 8 heures. Les Britanniques partèrent du principe que chaque bâtiment était occupé, que chaque haie dissimulait une arme, que chaque portail cachait un piège. Ils vérifiaient tout. Les Américains voulaient foncer. « Pourquoi est-ce qu'on rampe ?» chuchota Hayes. « Parce qu'ils veulent être en vie à la fin », répondit Morrison. Quand les fermes furent et sécurisées, ils avaient découvert 3 positions allemandes qui auraient massacré une force plus rapide. Pendant une pause, Morrison discuta avec le lieutenant Thornton, un jeune officier britannique qui avait échappé à Dunkerque en tant que simple soldat. « Comment faites-vous pour rester patient ?» demanda Morrison. Thornton sourit. « On l'a appris à la dure. En 1940, on a essayé d'avancer vite. Ça n'a pas marché. Maintenant, on est méthodique. Ça ne vous rend pas fou ? La frustration vous tue, dit Thornton. La patience vous maintient en vie. » En fin d'après-midi, 12 prisonniers allemands avaient été capturés. Aucune perte britannique. Ce soir-là, les Américains aidèrent les Britanniques à renforcer une position conquise. Les leçons commençaient à s'ancrer. Les rations furent partagées, les histoires échangées, des chansons suivirent, des airs de music hall britanniques auxquels répondaient les chants tonitruants des Américains. Reg s'assit à côté de Morrison. « Vous les Yankees, vous êtes pas mal, dit-il. Un peu bruyant, un peu chaotique. Et vous, vous êtes trop calme, répondit Morrison. Surtout avec le thé sous le feu. Le thé vous garde humain, dit Reg. Tu verras. » Tandis que la nuit s'approfondissait, Morrison se retrouva à discuter avec le sergent Davis de la vie avant la guerre. Les métiers, les familles, les choses laissées derrière soi. « Tu es marié ?» demanda Davis. « Fiancé, » répondit Morrison. « Une fille qui m'attend à Richmond. »
Davis hocha la tête. Femme et 2 enfants, à Cardiff. Je ne les ai pas vus depuis 3 ans. Il sortit une photographie usée. Morrison étudia les visages souriants. « Tu penses que Acier pense que ça finit bientôt ?» demanda Morrison. Davis regarda vers l'horizon sombre. « On est en France, c'est un progrès, mais Fritz a encore des crocs, c'est encore loin, jusqu'à Berlin. » Le lendemain matin apporta de nouveaux ordres. Les Britanniques se dirigeaient vers l'est, les Américains vers l'ouest. La force combinée se séparait. Les 2 pelotons se rassemblèrent pour se dire au revoir. Davis serra la main de Kowalski. « Bonne chance, gardez la tête baissée. » Reg s'approcha de Morrison et lui tendit un petit paquet enveloppé de papier. « C'est quoi ? Du thé ? Du vrai. Je ne sais pas le préparer. Tu apprendras, bois-en quand ça tourne mal. » Ils se serrèrent la main. « On se retrouve à Berlin, » dit Reg. « On se retrouve là-bas, » répondit Morrison. Des semaines plus tard, cloué au sol près de Cherbourg, Morrison prépara ce thé pour son escouade. C'était infect, mais ça marchait. Quand la guerre prit fin en Bavière, Morrison prépara une dernière théière. Ils portèrent un toast à la victoire. « Aux Britanniques », dit Morrison. « Aux Britanniques », répéta l'escouade en écho. Ils burent et rirent. Les Américains avaient appris que des alliés n'avaient même pas besoin d'être identiques, juste fiables. Dans les lettres envoyées chez eux, les soldats américains décrivaient leurs alliés britanniques avec un mélange d'amusement et de respect. Ils écrivaient à propos du thé, toujours le thé, à propos du calme sous le feu, à propos d'une discipline qui semblait presque surnaturelle pour des hommes tout juste sortis du chaos d'Omaha. Certains se plaignaient que les Britanniques étaient lents, trop prudents, prisonniers de leurs règles. D'autres admiraient leur professionnalisme, leur expérience, leur refus de prendre des risques inutiles. La plupart se situaient quelque part entre les deux, reconnaissant que la manière britannique de faire la guerre était différente mais efficace. Les Britanniques, de leur côté, trouvaient les Américains agressifs, informels et parfois téméraires, mais ils voyaient aussi de l'énergie, de l'optimisme et une volonté d'apprendre. Les 2 armées avaient été façonnées par des histoires différentes et des guerres différentes. Pourtant, elles apprirent rapidement à se battre côte à côte. Un soldat américain de la 29e division d'infanterie écrivit à sa sœur en juillet 1944. « Les Britanniques sont de drôles de types. Ils boivent du thé au lieu du café. Ils restent calmes quand ils devraient avoir peur et avancent lentement quand on s'attendrait à ce qu'ils courent. Mais ils se battent depuis 5 ans et ils sont toujours là. Ça me dit qu'ils doivent faire quelque chose de bien. Je crois qu'on apprend d'eux. » Un autre officier écrivit dans son journal « Jonction avec des troupes britanniques aujourd'hui. Je m'attendais à des hommes raides et guindés comme dans les films. J'ai trouvé à la place des soldats, comme nous, fatigués, déterminés, essayant de survivre. Des styles différents, un même objectif. Le partenariat n'était pas parfait. Il y eut des désaccords sur la tactique, le rythme et le commandement. Les frictions étaient inévitables, mais les épreuves partagées forgèrent le respect. Les Britanniques apportaient de l'expérience, des leçons payées au prix du sang depuis Dunkerque, le Blitz, l'Afrique du Nord et l'Italie. Les Américains apportaient le nombre, l'industrie et une confiance agressive. Ensemble, ils formèrent une force qui allait traverser la France, pénétrer en Allemagne et marcher vers la victoire. Ces premières rencontres en Normandie posèrent les fondations. Morrison transporta cette boîte de thé à travers la France, la Belgique et au-delà du Rhin. Il ne maîtrisa jamais vraiment l'art de le préparer. Trop fort, trop léger, toujours raté. Mais il continua à en faire. Le 8 mai 1945, il prépara une dernière théière. Son escouade la but sans se plaindre. C'était épouvantable, mais cela signifiait qu'ils avaient un survécu. Des armées différentes, des habitudes différentes, une même victoire.